Nous sommes à Grigny, en banlieue parisienne, à l'invitation d'un groupe d'Ivoiriens qui ont souhaité échanger avec le journaliste écrivain Bernard Doza. Diaspora TV en a profité pour lui arracher quelques mots. Bonjour M. Doza. Bonjour. Des Ivoiriens de la diaspora vous ont convié cet après-midi à des échanges. Quel sentiment ça vous fait? C'est un sentiment de bonheur. C'est des Ivoiriens qui, à l'étranger, nous donnent les moyens pour nous exprimer. Donc, actuellement, comme je suis en exil au Bénin et que je suis de passage à Paris, il était important que je vienne à la rencontre des Ivoiriens pour discuter de la situation intérieure et de la situation sur l'organisation de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai quitté Paris et que je fais aujourd'hui le tour des capitales africaines. Il fallait d'abord que je vienne les rencontrer, qu'on en parle un peu. Donc je suis vraiment très heureux de m'être déplacé pour venir rencontrer les Ivoiriens et discuter de ce qui se passe dans notre pays. Depuis le 21 mars 2015, j'avais décidé dans mon combat contre Alassane Ouattara de ne plus m'adresser aux médias tant que Ouattara n'est pas tombé. Donc les Ivoiriens m'invitent pour goûter un peu quelque chose entre eux. Je suis content parce que je suis au milieu de mes compatriotes. Mais ce sont des compatriotes d'exil. Ils sont venus parce que la Côte d'Ivoire est occupée. C'est le mot qui convient. Beaucoup de gens pensent que Ouattara c'est un intermède qui est venu juste pour remplacer Gbagbo. Mais Ouattara est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Puisqu'en ce moment même, il prépare la remise en cause de la Constitution qui a été votée à l'an 2000 à 86% par les Ivoiriens. Et cette Constitution-là, comme l'a dit récemment Abdelrahmane Sangaré, il faut faire participer le peuple à cette Constitution. Parce que Ouattara a déjà convoqué des experts, des constitutionnalistes, payés pour réfléchir à la place du peuple ivoirien, pour écrire une Constitution, pour imposer aux Ivoiriens. Et comme il avait déjà été élu par cette génération d'immigrés qu'il a rapidement naturalisé à 83% au cours des élections de 2015, qui sont à mon avis des forces d'élection. Donc il prétend aujourd'hui encore en 2016 là, organiser un référendum qui va lui permettre de pouvoir légitimer une constitution dans laquelle il dit que tous ceux qui veulent être candidats en Côte d'Ivoire peuvent être candidats. Même si tu es un étranger de fraîche date, si tu as envie d'être candidat, c'est le corps électoral qui va déterminer si tu es étranger ou ivoirien. Mais il ne faut plus qu'une loi empêche quelqu'un d'être candidat en Côte d'Ivoire. Bon, c'est sa vision. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans la clandestinité parce que trop c'est trop. On a combattu Houphouët-Boigny, mais je pense que Ouattara est allé plus loin que Houphouët-Boigny. Il nous a mis un gouvernement complètement tribal. 80%, non seulement des ministres sont des gens du Nord, mais l'administration a été récupérée par uniquement les gens du Nord. Les ambassadeurs des pays, de la Côte d'Ivoire dans les pays étrangers, à 80% sont tous des gens du Nord. Et ça veut dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, composé de 10 régions, dans lesquelles on a près de 66 ethnies, la Côte d'Ivoire a été réduite uniquement au Nord. Dans ces conditions, il est fondamental que nous cherchions intellectuellement, politiquement et militairement, parce que c'est la question. Il est venu au pouvoir par la voie militaire. Il ne peut partir que par la voie militaire. La preuve est que tous ceux qui lui parlent en Côte d'Ivoire de politique, de démocratie et d'organisation sociale, Ouattara ne les écoute pas. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais reçu un opposant ivoirien au palais présidentiel. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui. La Côte d'Ivoire, c'est celui qui les reçoit, c'est son, comme on l'appelle le plus gamin chez nous, c'est son boy, Ahmed Bakayoko. C'est lui qui reçoit les Ivoiriens. Mais lui, il est occupé à recevoir les dirigeants des pays internationaux et des organisations internationales qui viennent voir la Côte d'Ivoire. Et pourtant, la vie n'est pas bloquée à Abidjan. Les Ivoiriens voient qu'à leur occupation, le gouvernement fonctionne, tout se passe bien comme le disent les Ivoiriens qui viennent de la Côte d'Ivoire. C'est un gouvernement sanguinaire qui a imposé la terreur. Tous les opposants qui ont voulu rentrer en Côte d'Ivoire et qui rentrent, on les laisse rentrer quelques temps après,
on trouve le moyen de les mettre en prison. Je prends un cas, le cas le plus patent, Blé Charles, dont on vient de faire les funérailles à Paris. Blé Charles est mort, mais de quoi est-il mort? Blé Charles a fait des études informatiques aux États-Unis. Quand il est arrivé à Abidjan, c'est Blé Charles, c'est à lui que Gbagbo a chargé de former l'administration ivoirienne en informatique. Donc au moment où Gbagbo quittait le pouvoir, l'administration de Côte d'Ivoire lui devait plus de 500 millions en dette. Après le départ de Gbagbo à La Haye, Blé, qui n'avait pas d'autre fonction que de faire son métier d'informaticien, a réclamé à l'administration de Côte d'Ivoire. Puisque toute administration est la même, qu'elle change de président ou pas. Donc il a demandé à l'administration Ouattara qu'on lui donne les 500 millions que l'administration de Gbagbo lui devait. Les pro-Ouattara, pour ne même pas dire les alassanistes, ont conclu que Blé Charles avait fait un coup d'État. Donc on l'a arrêté, on l'a mis à la Maca. De la Maca, quand il est sorti déjà en mauvaise santé. Quelque temps plus tard, on lui envoie une fille du Nord. Et c'est la fille du Nord qui l'empoisonne. Un mois après, il se retrouve avec un ventre ballonné. Et aujourd'hui, il est mort. La Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Je peux citer d'autres cas. Banzio. Banzio a soutenu devant Ouattara qu'il fallait que la question des terres, du foncier rural, qui a été voté en 98 par le gouvernement, majoritairement PDCI du Parlement, que Ouattara ne touche pas au foncier rural. Et comme les Burkinabés sont venus par village entier pour occuper carrément l'Ouest, le Grand Ouest, je parle, où les guerriers chaque jour sont tués comme des lapins pour qu'on récupère les terres. Ouattara a considéré que les propos de Banzio sont irrévérencieux. On l'a invité au palais. Aujourd'hui où je te parle, ça fait bientôt 2 ans que Banzio est atteint d'un cancer du cerveau. Son crâne est en décomposition avancée. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre? Robert Banzio. L'actuel ministre, je ne sais même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement, c'est un gars du PDCI-RDA. Le président du conseil régional du Kabylie. Oui. C'est le même Banzio dont je parle. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas. Je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres. Je le lui ai dit. Il dit les dossiers de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, celui qui soutient Ouattara, le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social, qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord, décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allées-venues entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est à la présidence qu'on l'a empoisonné. Des cas comme ça, il y en a plein. Vous êtes à Paris, vous parlez de ça, et d'où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Je suis un journaliste, ça fait au moins 30 ans que j'exerce ce métier à Paris. Donc les dossiers, je les ai toujours. Guébé Emmanuel, un jeune bêté de Guibérois qui était à Lille ici. C'est notre ami Jean-Pierre, qui est son ami personnel, qui l'a conseillé à M. Dosso Moussa, qui est l'actuel ministre. Je ne sais pas de quoi il est. Il a même temps maire d'Agboville qui dit. Comme est mort, Guébé Emmanuel, on a conclu qu'il apportait des informations à Gbagbo. On l'a invité à un repas. Après le repas, c'est dans les toilettes qu'il est mort. Il n'a même pas bougé. Ce n'est pas le lendemain, c'est le même jour. Mais toutes ces personnes, vous les connaissez ou c'est des informations que vous avez comme ça? Je connais les personnes en question. Mais vous avez aussi un ami dont on ne parle plus, Tony Oulaye. Qu'est-ce que devient ce monsieur-là? Tony Oulaye n'est pas mon ami. C'est un jeune de l'Ouest que j'ai rencontré, c'est Jean-Pierre. Mais Tony Oulaye était un agent de Ouattara. Oh c'est Ouattara qui a demandé à Tony Oulaye de dire qu'il a été embauché par Gbagbo comme un capitaine de l'armée, dans notre armée de Côte d'Ivoire. Et on lui a confié le dossier qui est fait. Mais qui est fait? Le journaliste franco-canadien. Tony Oulaye a reçu de l'argent de Ouattara, il est parti à Oshun.
au Sénégal, du Sénégal, il est venu à Paris, se présenter aux policiers français, que c'est lui qui est l'assassin et qui est fer, sous l'ordre de Gbagbo et de sa femme Simone. On l'a pris, on l'a mis en prison. On l'a auditionné plusieurs fois, mais les auditions ne concordent pas. Donc chaque fois on le lâche, on le lâche. Il était capitaine à l'époque. Et dès la chute de Gbagbo, Tony Oulaye rentre à Abidjan. Ouattara le nomme colonel. Voilà. On l'a nommé colonel de l'armée. Actuellement, on s'est aperçu en réalité qu'il n'a jamais été militaire. Ah, vous avez les preuves? Il n'a jamais été militaire. Lui, il dit qu'il a été militaire. On l'a arrêté aux États-Unis au lendemain du 11 septembre, en le confondant avec des kamikazes. Pourquoi on l'a confondu? Parce qu'il était avec d'autres dans un cybercafé où on faisait de la simulation militaire. Donc on a conclu que tous ceux qui étaient dans le cybercafé et qui faisaient de la simulation militaire étaient tous des militaires ou des djihadistes. On l'a donc arrêté, on l'a mis en prison. Quand Gbagbo a arrêté, qu'on a pris un Ivoirien aux États-Unis qui était un militaire, et on a pensé qu'il était dans le 11 septembre, Gbagbo a tout fait pour le faire libérer. Et arrivé à Abidjan, il a confié à Constant Émile Bombé, qui en a fait capitaine de l'armée sans vérification. Comme tu sais, Gbagbo est comme ça. Hein. Donc on a nommé capitaine de l'armée. Maintenant, des capitaines de l'armée, quand Bombé a compris que le petit là, il filmait beaucoup, et qu'il n'apportait pas grand chose, on ne sait pas ce qu'il fait, on l'a un peu mis sous l'éteignoir. Et c'est dans l'éteignoir là, il s'est levé pour aller voir Ouattara. Pour dire, bon, lui il a été aux côtés de Gbagbo, il était agent secret de Gbagbo, il était militaire, tout. Donc, il a vu qui est fait, on a arrêté qui est fait, où on l'a enterré, il connaît. Ouattara a pris ça au mot, et on lui a donné l'argent, il est venu à Paris pour témoigner contre Gbagbo et sa femme. Donc au retour à l'arrestation de Gbagbo, il fallait bien qu'il rentre à Abidjan pour prendre son salaire. Et aujourd'hui, Ouattara vient s'apercevoir en réalité que c'est un mythomane. Donc on l'a déposé dans une villa où il ne sert à rien. Maintenant il téléphone à tout le monde. Moi je suis au Bénin, il fait tout pour trouver mon téléphone, il m'appelle. Grand frère, considère-toi comme le futur président de la Côte d'Ivoire. J'ai au moins 600 officiers ici. Nous allons faire une opération bientôt. Voilà comment Ouattara fait la manipulation. Mais justement, cette manipulation-là, est-ce que c'est ce qu'on peut ressentir aujourd'hui à l'Ouest? Parce qu'on a vu en 2010, hein, Ouattara n'a pas dépassé la barre de 16% à l'Ouest. On connaît ce peuple-là tellement hostile, hein, Ouattara. Mais en 2015, on a vu qu'il a dépassé pour la première fois la barre de 80%. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un changement de mentalité aujourd'hui à l'Ouest? Mais à l'Ouest dont tu parles, qui vote aujourd'hui à l'Ouest? Pendant la guerre des rebelles, en 2003-2004, les massacres qui ont eu lieu à Diokoué et dans la région, les déplacements des populations venues du Burkina Faso, par villages entiers, qui se sont installés à l'ouest, jusque dans la forêt sacrée, qui ont détruit les 3/4 de la forêt sacrée pour s'y installer et planter du cacao et du café. Dans les villages guérés, les forces communes n'ont pas encore fini d'être explorées. C'est les villages entiers qu'on tuait, femmes et enfants, et on enterrait les gens dans les fosses communes. Et on les refermait. Jusqu'aujourd'hui, l'on n'a même pas fini de faire l'expertise. On n'a pas fini de voir les charniers. Donc il n'y a plus personne dans les villages. Les survivants, beaucoup sont rentrés au Libéria. Les villages aujourd'hui sont peuplés à l'ouest là. Ils sont peuplés par les Burkinabés. C'est pour cela que quand Banzio a parlé du foncier rural, Ouattara a préféré l'empoisonner. On pense aussi à Mayangaï Basile aussi, qui à l'époque aussi était... Mayangaï, lui, c'était un syndicaliste. Il combattait le régime à l'époque. Et puis il était auprès des Gbagbo. Donc son empoisonnement ne pouvait venir après la chute de Gbagbo que de certains pro-Ouattara qui ont considéré qu'il était un peu gênant. Tout à l'heure en off, les jeunes gens qui vous reçoivent, hein, nos amis qui vous reçoivent, disent qu'ils vous suivent depuis 89 pour certains. Ouais. Nous sommes en 2016. Finalement, de quoi vous parlez depuis 89? Bon, le problème, c'est que nous sortons du parti unique. Et la liberté de parole chez nous était interdite. Donc, en venant à Média Tropical, Tropique FM à l'époque, depuis 83, en faisant des cassettes que j'envoyais dans les cités universitaires, ces jeunes-là, qui étaient dans la révolte contre le parti unique,
avaient une seule voix qu'ils écoutaient à l'époque. C'était la voix de Dosa. Tu vois, c'était la voix de Dosa qu'on écoutait. Donc ces garçons-là, ils sont venus dans la liberté d'après le parti unique avec la voix de Dosa, c'est tout. J'ai commencé à faire la radio depuis le 25 décembre, depuis le 25 septembre 1983. J'ai reçu Gbagbo Laurent le 25 décembre 1983 à la radio. On a fait une émission de 2h30. Depuis cette époque-là, c'est la radio qui a mobilisé le 19 février 1984 à la conférence de Gbagbo qui a été interdite par le préfet de police. Ils ont amené carrément devant l'AGK, ils ont placardé l'interdiction. Quand on est parti malgré l'interdiction, pour que Gbagbo fasse sa conférence, on s'est retrouvé avec au moins une dizaine de quarts de policiers qui nous attendaient jusque dans le métro sur les quais pour nous faire remonter à bord des rames. Vous voyez? Donc c'est une lutte qui a commencé depuis longtemps. Et les enfants qui parlent aujourd'hui, c'est les jeunes qui étaient au lycée à l'époque. Donc qui attendaient une voix discordante, parler contre Houphouët-Boigny, avec une certaine liberté de ton. C'est ça qui a marqué les gens. Et elle n'a pas uniquement été orientée qu'en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à Niamey en 1994, c'était autre chose. C'est toute la génération estudiantine qui est venue m'attendre à l'aéroport de Niamey. La conférence que j'ai faite à Niamey, elle a duré de minuit à 4 h du matin. Le slogan que prononçaient les étudiants à Niamey, c'était quoi? Notre ennemi, c'est la France. En 1994. Avant le discours de la Sorbonne, en 2011, que les gens ont découvert ici. Mais le premier discours, c'est Niamey que je l'ai inauguré. Parce que quand je suis arrivé à Niamey, je suis passé à la télévision. Le vice-président de l'Assemblée nationale, qui a écouté mon discours contre la France-Afrique, a appelé à la télévision pour dire non, les thèses que développe M. Dosa ne sont pas sûres, parce que quand il dit que les 14 pays africains francophones ne sont pas indépendants, moi je me porte en faux contre ça. Parce que notre indépendance, on l'a acquis, on a un président de la République, on a des institutions, on a tout cela. Donc, si, comme il développe une thèse contraire, moi je le défie dans un débat. Il a envoyé des gens me chercher. Il dit, moi je suis dans un pays étranger, il ne peut pas débattre avec le vice-président d'une assemblée nationale. Si le débat tourne court, on peut m'arrêter pour insulte à la personnalité politique. Il a donné des garanties, il a signé des papiers pour dire non, il n'y a pas de problème. Tout peut être dit. Mais à ce débat-là, quand le débat est fini à 22 h, le peuple était devant la télévision. C'est sur les épaules des jeunes que je suis allé à la conférence au stade de Niamey. Donc le discours de Dosa, il a fait le tour de l'Afrique. Ce qui s'est passé à Bamako, c'est encore autre chose. Après mon passage à la télévision, l'hôtel où j'étais a été envahi pendant 2 jours par toute la jeunesse. Parce que ce discours-là était le discours que les jeunes attendaient. Donc que les jeunes étudiants ivoiriens aient attendu cela depuis des années, ça ne me surprend pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment capitaliser ce discours-là pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la finale de la libération nationale en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis allé à Abidjan. C'est un grand mot, la finale. Ça veut dire qu'il y a un match qui est en train d'être joué. Il y a un championnat là. Parce que, la finale, parce que l'impérialisme français, la France-Afrique, a tué beaucoup de leaders dans l'Afrique francophone. Le dernier en date, on peut parler de Sankara. Bon, après Sankara, l'avant-dernier, c'est Gbagbo, qui est aujourd'hui en prison, là où il devait être tué. Et c'est pas parce qu'on n'a pas voulu le tuer, mais c'est parce que la volonté de Dieu n'était pas à ce qu'il meure. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas balancé sur le palais présidentiel? Qu'est-ce que la France n'a pas balancé sur la résidence du président Gbagbo? Tout a été fait. Justement, ça, on le sait. Sauf que le FPI perd le pouvoir en 2011. Son chef de file est en prison, comme vous le dites, Laurent Gbagbo. Son parti politique, le FPI, est divisé. Laurent Gbagbo, qui devait être président du FPI pour le congrès dernier, ne l'a pas été. Finalement, comment est-ce que le FPI s'en sort aujourd'hui? Le FPI aujourd'hui, il y a un seul FPI. Ah, c'est vous qui le dites, il y a deux FPI. Il y a un FPI. Il y a le FPI de Sangaré, le FPI
Tafingué ça. Le FPI de Sangaré représente aujourd'hui le FPI originel. Quant au FPI de Afi, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est grave ce que vous dites. C'est grave ce que vous dites. Moi, je suis un historien de l'histoire du présent. Avant de venir en août, le 20 août, j'avais écrit un papier qui est sorti le 1er septembre. C'est un journal d'Abidjan. D'accord. Qu'on appelle le quotidien d'Abidjan. Non, le monde d'Abidjan. Le monde, oui. Ouais. Il y a les chauves. Ouais. Dans le journal, j'ai dit, dans le papier, j'ai demandé à ce que Gbagbo Laurent soit candidat au présidentiel. De la haie. Déjà en septembre 2014. J'ai demandé à ce que Gbagbo Laurent soit candidat au présidentiel. Et qu'il fallait que le congrès du FPI le confirme dans son rôle de candidat contre Ouattara. Cela va nous permettre de savoir qui a gagné les élections de 2010. Le papier existe sur Internet. Ça va nous permettre de savoir qui a vraiment gagné les élections de 2010. Le papier est sorti le 1er septembre 2014. Dans le papier, j'ai dit que vous le voulez ou pas, le FPI là, c'est Gbagbo Laurent et sa femme Simone. Le FPI n'est pas un parti socialiste qui a été constitué au lendemain d'un congrès comme celui du Parti socialiste français au lendemain du congrès d'Épinay en 1969. Le FPI est un parti qui a été mis en place par Gbagbo et sa femme avant qu'il ne vienne en 1983 en exil. Donc, une situation comme ça, il faut qu'on sache exactement de quoi nous parlons. Tu vois? Alors, puisque Gbagbo et sa femme sont les responsables du FPI, si les deux sont en prison, il faut que Gbagbo soit candidat. Il peut mettre en place un bureau politique. Mais après, c'est devenu un parti politique, finalement. Non, j'ai fini. D'accord. Il faut que Gbagbo soit candidat. Dès qu'il y a un groupe secret pour faire sa campagne, pour demander sa libération, au cas où il est élu comme président de la République de la Côte d'Ivoire en étant à La Haye. Okay. Parce que j'avais vu que la déportation de Gbagbo vers La Haye ne plaisait pas à la Côte d'Ivoire. La déportation de Gbagbo ne plaisait pas aux Ivoiriens, ni aux partis politiques. La déportation de Gbagbo ne plaisait pas même jusque dans le RDR. Donc, si Gbagbo est à La Haye et qu'il est candidat aux élections présidentielles, il va y avoir une majorité qui vont l'élire comme président de la République. Et comme il n'est pas condamné, son procès n'est pas terminé, s'il est élu comme président de la République, la CPI va être obligée de réviser sa position. C'était une analyse pour piéger l'impérialisme. D'accord. Hollande est parti à Abidjan en visite. Il convoque Afi N'Guessan et puis lui dit, si je suis à ta place, c'est l'occasion d'être candidat. Parce que la politique de la chaise vide ne profite pas. C'est aujourd'hui ou jamais. Du coup, Afi N'Guessan refuse d'organiser le congrès qui allait donc entériner la candidature de Gbagbo au présidentiel de 2015. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du dilatoire. Le congrès est convoqué par-ci, le congrès est convoqué par-là. Pour maintenant déposer une candidature du congrès, il faut que tu sois présent. Il n'y a plus de dérogation et il n'y a plus de documents envoyés pour empêchement. Et au dernier ressort, il n'y a jamais eu de congrès. Et Afires, président place, il va encore plus loin. Il porte même plainte contre les pro-Gbagbo qui eux insistent sur la candidature de Gbagbo et qui considèrent qu'Afi n'est pas dans le vrai. Afi va toucher le tribunal d'Abidjan pour rendre incompétent tous les pro-Gbagbo qui veulent l'amener à la candidature de Gbagbo. Voilà donc comment le FPI se déchire en deux et Afi devient un agent de Ouattara. Quand on parle de pro-Gbagbo, en tout cas, ce thème-là gêne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pro-Gbagbo, vous en tant qu'intellectuel, ça ne vous gêne pas? Pro-Gbagbo, ça veut dire ceux qui sont pour la candidature de Gbagbo aux élections présidentielles. Et non pas, il faut les séparer du FPI. Oui, mais même le pouvoir en place parle des pro-Gbagbo, même pendant la crise, oui. Post-électorale aussi. Oui. On ne date pas de la crise au FPI, les pro-Gbagbo. Oui, les pro-Gbagbo, c'est les LMP. La LMP, ce sont les gens qui sont ralliés autour de la candidature de Gbagbo en 2010, qui ne sont pas forcément du FPI,
qui viennent du PIT, dont certaines viennent du RDR, d'autres viennent du PDCI, mais qui ont décidé de soutenir Gbagbo à partir de son nom par rapport aux actes qu'il a posés en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qu'on appelle les pro-Gbagbo. Ils n'ont rien à voir avec le FPI. Ah, d'accord. Le FPI, ça c'est les membres, les gens du FPI qui ont payé des cartes d'adhésion. Ça n'a rien à voir avec les pro-Gbagbo. Dans les pro-Gbagbo, là, tu as des anciens dignitaires du PDCI. Ils sont venus là, il y a d'autres même qui ne sont même pas du FPI, mais qui sont de l'Ouest, des Guérés, des Wobé, des BT, qui sont pro-Gbagbo, et pourtant ils ne sont pas du FPI. C'est pourquoi on dit LMP. Donc ceux-là, c'est eux qui ont voulu faire campagne en 2015 pour Gbagbo, alors que ce dernier est en prison. C'est contre ceux-là qu'Afrique Guessa s'est battu, et il a porté plainte à la direction du FPI, à Aboudama Sangaré, parce que pour lui, Aboudama Sangaré n'est pas dans la légalité, puisque lui, il est président du FPI. Tant qu'il n'a pas provoqué des congrès, il n'aura pas de nouveau président. Donc, il est le président de fait. Ce qui est vrai? Ce qui est vrai, oui. Mais un parti politique a une date pour se renouveler. Et la date était 2000. La date, c'était quoi? 2014. 2014. Novembre. Il fallait faire le congrès. Et si Afi n'a pas fait le congrès, c'est une dictature qui s'est mise en place. Même sous Gbagbo aussi, Afi n'a pas aussi fait de congrès non plus aussi. Hein. Non, il n'a pas fait le congrès sous Gbagbo, mais c'était sous la direction du FPI qu'il n'a pas fait le congrès. Or là, ce n'est pas sous la direction du FPI. Le FPI s'est divisé. Il y a d'autres éléments de la direction du FPI qui sont mis avec Afi et d'autres sont mis avec Sangaré. Donc, aujourd'hui, là, on a deux FPI qui se battent. Mais à l'avantage de qui? À l'avantage du Sappo de Ouattara. On parle de plus en plus des Gbagbo ou rien en Europe ici, même aussi à Abidjan. Est-ce que ce sont ces thèmes-là qui peuvent aujourd'hui aider à la libération de ce monsieur-là? Ceux qui parlent de Gbagbo ou rien, bon, ce sont nostalgiques. Hein. Bon, politiquement, ils n'ont pas compris qu'un homme politique de l'envergure de Gbagbo, il n'est président qu'une seule fois. Ouais. Quand il n'est plus là, qu'il soit en prison ou qu'il soit dans son village à Mama, son temps est passé. Il faut maintenant travailler à la nouvelle génération pour faire autre chose. Donc vous donnez raison à Afi N'Guessan alors? Afi N'Guessan le dit dans une version qui n'est pas la mienne. Ah d'accord. Afi N'Guessan, à un moment donné, avant même qu'il écrive le FPI version pro-Ouattara, là, il parlait de... FPI version pro-Ouattara? Bah, oui, parce que pour accompagner Ouattara aux élections présidentielles, alors que tu es du Front populaire ivoirien, sans Gbagbo, qui ne t'a pas donné mandat, c'est que tu as été acheté. C'est ce qu'on appelle FPI pro-Ouattara. C'est pas une dictature ça, que Gbagbo donne des ordres pour qu'on aille aux élections? Attends, tout à l'heure avant de commencer, j'ai dit le FPI là, ce n'est pas un parti qui a été créé après un congrès de plusieurs partis de gauche en Côte d'Ivoire. C'est un parti qui a été créé par un individu et sa femme. Donc son parti, c'est comme le RPR en France. Ah d'accord. Tu vois? Le RPR s'est fondu dans l'UMP. Mais avant, le RPR c'était Chirac. Il n'y a pas de congrès. Quand on arrive au congrès, quand Chirac a fini de parler, le congrès est fini. C'est ça le congrès. C'est ce qu'on appelle le parti qui est créé par un individu. Donc, le PDCI, c'est Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny est mort, avant de mourir, il a donné à quelqu'un l'organisation du parti. Le FPI, c'est pareil. Gbagbo est en prison. Le FPI n'a pas d'organisation à mettre en place. Si ce n'est pas sorti Gbagbo de prison, tant que Gbagbo n'a pas nommé un successeur de sa propre bouche que les militaires n'ont pas entendu, ils ne reconnaissent personne d'autre que Gbagbo. On va finir l'entretien. En fait, nous sommes vraiment en famille ici à Grigny. Beaucoup disent aujourd'hui que Bernard Doza est fini. Tous vos amis vous ont lâché, les chefs d'État, Blaise Compaoré, Wade, Diouf. Vous devenez quoi? Vous n'êtes plus journaliste à la radio. Vous parlez. Vous citez des gens qui sont déjà tombés. Wade est tombé. Son fils sort aujourd'hui de prison. Compaoré est devenu ivoirien, il est en exil en Côte d'Ivoire. Accusé d'avoir tenté un dernier coup d'État, alors qu'il aurait pu le faire depuis longtemps. Bon, mon ami Bozizé est tombé. Mais Doza est là, puisqu'il n'a jamais participé à un gouvernement. En Côte d'Ivoire, depuis les époques passées. Il fait quoi Doza? Il donne des conférences dans les universités ici, il fait quoi? En politique, ce qui compte, c'est l'entrée en scène. Voilà, c'est pas l'âge, c'est pas le temps qui passe. C'est quand est-ce que tu vas entrer en scène. Et comment tu prépares l'entrée en scène. Et c'est comment? Et c'est quand pour Doza? Il faut d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé. Dans ces dernières... Tous les jours, vous les faites ce bilan-là. Tous les jours. Dans ces dernières 10 années. Quand on entend parler, c'est tous les jours vous faites ce bilan-là. Les bilans des 10 dernières années, c'est quoi? C'est la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire et qui a amené une génération qu'on n'avait pas considérée en Côte d'Ivoire comme étant une génération politique prendre le pouvoir. Maintenant, la leçon qui est donnée est que
À l'époque, on a fait le combat politique contre Oufo-Boigny, qui est tombé par le soulèvement de la rue. Aujourd'hui, on te dit, en Côte d'Ivoire, si tu veux prendre le pouvoir, prends les armes. Tu viens, tu dégages les gens qui sont là, et puis tu te proclames. Maintenant, entre les deux, il faut choisir. Ce qui est certain, entre la rue Babou l'a essayé, hein. Les patriotes ont pris la rue. Ils ont pris la rue tout le temps. Mais comment et pourquoi la rue n'a pas fonctionné avant le 11 avril? Soro a pris les armes en Côte d'Ivoire. Comment vous voyez son avenir, vous qui le connaissez, Soro Guillaume? Ah mais ça c'est... J'avais déjà fait une interview à Abidjan où j'ai dit à Soro Guillaume que l'impérialisme là, quand on se met au service de l'impérialisme pour aller tuer son propre peuple au compte de l'impérialisme, quand il a fini de t'utiliser à fond, il finit par te livrer. C'est comme ça. Ça a été le sort de Savimbi. Savimbi a tué son peuple pendant des années. Il a même fait des photos avec Reagan, le président américain, qui donnait 10 millions de dollars chaque année pour tuer son peuple. Le jour où le président, l'Angola actuel, a signé un accord avec lui, que bon, si c'est l'argent du pétrole, on va le partager 50-50. Dès que le contrat a été signé, on a signalé la position de Savimbi. Le président actuel a envoyé des soldats qui l'ont encerclé et qui l'ont tué. Ça va être le sort de Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume n'a pas compris ce qui s'est passé avec Ibé. À qui est-ce que la rébellion avait été confiée par Alassane Ouattara? C'est à Ibé. Qu'est-ce que Alassane Ouattara avait dit à Ibé en lui confiant la rébellion? Va, puisqu'on m'a empêché d'être candidat en l'an 2000, va dans la rébellion avec les jeunes à Ouagadougou, entraîne-toi, tu viens, tu fais un coup d'État. Si Gbagbo est tombé, tu diriges un gouvernement de transition de 2 ans, et après, tu organises les élections, et moi je suis candidat. Si je suis élu, je ferai de toi un général. Voici la promesse que Ouattara a fait à Ibé. Ibé est parti, ne sachant pas parler parce qu'il n'avait pas le verbe facile. Il a préféré jouer, comment appelle-on, au chef de bande. Donc il est resté à Ouagadougou. Il a fait intervenir Soro Guillaume comme porte-parole de la rébellion. Et à l'arrivée, il a tenté de tuer Soro Guillaume à Bouaké. Vous voyez, les soldats qui ont tiré sur l'avion de Soro Guillaume à Bouaké, où il a failli perdre la vie, ce sont les soldats de Ibé. Et l'enquête a révélé à Soro Guillaume que c'est Ibé qui était derrière les soldats. Donc Soro Guillaume a gardé cette information pour lui-même. Parce qu'il savait très bien qu'à la fin de la guerre, quelle que soit la situation, Ibé allait venir demander des comptes. Donc Ibé est rentré à Abidjan, clandestinement en 2010, au lendemain de la prestation de Babou Laurent comme président de la République. Il est rentré par Anyama et il s'est positionné à Bobo. Depuis à Bobo, il a totalement fragilisé la force de frappe de l'armée de Gbagbo. Et vers la fin, que s'est-il passé? Quand Ibé est venu demander à Ouattara d'être reçu pour lui rappeler le plan que tu m'avais donné n'a pas été exécuté lettre par lettre, qu'est-ce que maintenant je dois faire? Là, on est à la fin de la guerre. Tu es maintenant président de la République. Ouattara qui dit, bon, ben, on en avait parlé, mais maintenant si tu veux que je te reçoive officiellement, passe par mon Premier ministre. Ibé dit non. Le Premier ministre, c'est mon petit, c'est moi qui l'ai appelé pour être porte-parole. Pour parler de Soro Guillaume? Oui. Moi, c'est mon petit. Il n'est rien, il ne connaît rien. C'est moi qui l'ai appelé. Quand toi et moi on discutait, il n'était pas là. Ouattara a dit non. Va voir le Premier ministre. Il te reçoit d'abord, il m'appelle et je te reçois ensuite. Et comme Ibé ne voulait pas entendre que lui ne veut pas aller voir Soro, parce que Soro c'est un petit, c'est comme ça qu'on lui a envoyé les rebelles qui sont venus l'exécuter. Et ça faisait 1 mois. Mais quand Soro Guillaume lui-même, sur ordre de Ouattara, envoyait les rebelles pour exécuter Ibé à Bobo, il n'a pas pensé que Ibé étant exécuté, lui son tour viendra. Le pays, en tout cas, est sous la braise, vous voulez dire. Mais là, vous venez de dire que Soro Guillaume est folklore. Tout le monde sait que Babou Laurent est en prison à la CPI. Bleu Goudé, qui devenait son dauphin, est aussi en prison à la CPI. On sait ce qui est arrivé à Charles Taylor. Mais finalement, c'est quoi le pronostic de la prochaine scène politique en Côte d'Ivoire? Par rapport à Soro Guillaume? Non, par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Bon. C'est quoi les prochains acteurs alors? Bon, ben je sais pas. Hein. Bon,
La Côte d'Ivoire, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que... Tout le monde est sous la menace. Il y a beaucoup de gens en embuscade. Il y a beaucoup de gens en embuscade. Oui. Bon, d'autres, en coulisses, composent ou envoient des courriers à Ouattara pour rentrer. Des anciens pro-Gbagbo qui sont en exil. D'autres demandent leur retour. Bon, mais en tout cas, en dehors de ceux-là, il y a quand même une petite minorité en embuscade. Eux, je fais partie de ceux qui sont en embuscade. Pour le moment, je ne dis rien. Mais ce que je dis aux uns et aux autres, ce que je dis aux uns et aux autres, et qui doit être retenu aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont qu'à se souvenir. Hein? L'intellectuel, l'homme de la révolution anticoloniale en Côte d'Ivoire, c'est moi. Et tant que la révolution anticoloniale n'est pas finie, on ne sait pas ce que je fais. Partout où je passe là, on ne sait pas ce que je fais. C'est ce qui inquiète d'ailleurs. Je n'ai plus de maison, je n'ai pas d'argent, je vis comme un clochard, je n'ai pas de famille, mes affaires sont abandonnées. Si les gens pensent que c'est parce que je n'aime pas l'argent, ils mentent beaucoup, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Combien de fois Soro m'a pas envoyé des émissaires? Mais je ne participe jamais à un combat quand je ne crois pas à l'idéal de ce combat. Je ne suis pas là pour servir de marchepied entre Soro et Ouattara dans leur règlement de compte. Parce que le règlement de compte, il va y avoir. Ah. Bon, maintenant dans ce règlement de compte là, qu'est-ce que nous, on va faire? Oui. Parce qu'on dit, ouais, les pro-Gbagbo, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne suis pas pro-Gbagbo, Gbagbo est mon ami. Mais ceux qui devaient combattre Ouattara pour qu'on libère Gbagbo à la haie, c'est ceux à qui Gbagbo a laissé des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces milliards? Les gauchios, ils sont venus à Ouattara. Il y a des milliardaires qui ont fait partie du gouvernement de Gbagbo, que Gbagbo a enrichi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a même qui sont au Ghana qui vont voir les féticheurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour que ce type-là meure là-bas? C'est pas vrai. Parce qu'il m'avait donné l'argent, mais si il sort sort là, il est le seul témoin quand il m'a donné l'argent. Donc s'il sort là, moi mon argent est perdu. Or avec cet argent-là, il peut devenir milliardaire par 10 générations, sur 10 générations. Donc il est déjà vieux, s'il meurt là-bas, c'est bon aussi. Non? Donc il faut faire, qu'est-ce que je demande? Un bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, je vais envoyer. Il y en a qui font ça au Ghana, je suis au courant. Même au Togo, il y en a qui le font, je suis au courant. C'est pour ça que les gens ont plein d'argent et rien ne se fait. Mais, vous savez, quand un pays doit être libéré, quand un peuple doit être libéré, Dieu passe par autre voie. Et tôt ou tard, la Côte d'Ivoire sera libérée. Merci beaucoup. L'acte totalement à Abidjan, Oui. c'est la pétition lancée par un doyen, Oui. en tout cas du Fonds populaire, le doyen de doyen, Bernard Bédadier, Oui. et qui a souhaité que le monde entier se mobilise pour la libération de l'ex-premier ivoirien Laurent Gbagbo. Vous qui avez connu ces deux personnages-là, qu'est-ce qu'une telle pétition ou une telle action peut apporter à la libération de Laurent Gbagbo? J'ai dit aux Ivoiriens que la question de la libération de Gbagbo, là, ce n'est pas le tribunal de la Haye qui va résoudre cela. Ce ne sont pas les pétitions, ce ne sont pas les défilés dans les trains et dans les voitures allant dormir devant la Haye qui vont résoudre cette question-là. La seule question pour résoudre la question de la libération de Gbagbo, c'est d'empêcher Ouattara de gouverner en Côte d'Ivoire. Il faut rendre Abidjan ingouvernable. C'est le seul moyen où l'impérialisme va voir que celui-là qu'on a mis en place en bombardant la ville d'Abidjan ne peut pas apporter ni la quiétude, ni la sérénité, encore moins la paix en Côte d'Ivoire. Mais tant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, tous les présidents du monde peuvent signer une pétition pour la libération de Gbagbo, c'est au nom de la démocratie, ça n'inquiète personne. Ça n'empêche pas l'impérialisme de dormir. Mais si Abidjan est rendu ingouvernable et que Ouattara ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire, la France, voyant que son pays, le pays sur lequel il compte pour se maintenir économiquement dans l'Union européenne, est empêché de fonctionner. Donc, les moyens ne pourront plus quitter la Côte d'Ivoire pour arriver à Paris, elle va être obligée d'écouter ce qui se passe à La Haye. Parce que les propositions à La Haye sont nombreuses. On a demandé à Gbagbo de sortir de la prison pour aller en Ouganda, il a refusé. On lui a proposé l'Afrique du Sud, il a refusé. On lui a demandé où il veut aller, il dit non, il veut aller à Abidjan, il veut aller à Mama. C'est sur cette question-là que le débat se passe aujourd'hui, en coulisses. Mais ce n'est pas une question de pétition. Bon,
ne peut pas empêcher les démocrates de faire leur travail. Mais nous qui sommes dans le combat pour la libération, on considère que tant que Ouattara gouverne Abidjan et qu'il finance la CPI, c'est Ouattara qui finance la CPI. Oui. C'est Ouattara qui a envoyé Gbagbo comme prisonnier pour les crimes contre l'humanité. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui donne une participation, ce n'est pas la France qui finance. C'est le budget de la Côte d'Ivoire qui finance la CPI. Voilà. Il faut rendre le pays ingouvernable, selon les dires de l'écrivain et journaliste ivoirien Bernard Doza, pour ramener à jamais la paix en Côte d'Ivoire. C'était Philippe Couron pour Diaspora TV.